Édition spéciale Ishima Magazine. Interview exclusive de l'inspecteur général des finances IGF en sigle Jules Alinguete Kay. Nommé par ordonnance présidentielle le 7 juillet 2020, Jules Alinguete s'est donné comme mission de lutter contre les antivaleurs qui bloquent les progrès sociaux. En moins d'un an, l'homme a su imprimer sa marque. Un combat axé sur la répression des détournements des deniers publics. Il sait efflairer le mensonge, démasquer les bluffeurs et comprendre les dessous des tables. Aujourd'hui, Jules Alinguete a su démanteler plusieurs réseaux mafieux qui faisaient saigner les trésors publics. Fausse exonération, mégestion des fonds Covid-19, le projet Bukangalonzo, contrôle de la chaîne de dépenses, patrouille financière, dossier retransmission de la CAF. Jules Alinguete s'est confié à Ishima Magazine sur les enquêtes controversées, les comptes rendus, des procès-verbaux envoyés et les missions liées à sa fonction d'inspecteur général des finances. Je suis M. Jules Alinguete Kay, âgé de 57 ans, père de 2 enfants, marié. Je suis inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances et je suis inspecteur des finances depuis janvier 89. Je suis au fait la personne qui gère techniquement, administrativement et financièrement l'inspection générale des finances. Et l'inspection générale des finances a pour mission de veiller à la bonne exécution des lois et règlements en matière des finances publiques dans notre pays. Plus précisément, l'inspection générale des finances, qui est un service d'audit supérieur placé auprès du gouvernement et qui dispose d'une compétence générale en matière de contrôle des biens et finances publiques, l'inspection générale des finances DIGEJ a la compétence de contrôler l'utilisation des fonds publics, contrôler la gestion des établissements publics, la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, la gestion des entités administratives, la gestion des provinces et des entités territoriales décentralisées et l'utilisation de tous les biens publics, à savoir les véhicules acquis par l'État, les maisons de l'État, comment ils ont été acquis et comment on a affecté, et les personnes à qui on a affecté, comment ils utilisent. Voilà brièvement l'étendue des missions de l'inspection générale des finances. Mais souvent, les gens ont tendance à penser que l'inspection générale des finances ne contrôle que les fonds publics, mais notre compétence va jusqu'au bien public. Quand je suis arrivé à la tête de l'inspection générale des finances, j'avais promis de bâtir une nouvelle voie pour l'inspection générale des finances, dont je ne voulais pas rester sur les sentiers bâtis, parce que je considère que le niveau où j'avais trouvé les services, de son fonctionnement, de son opérationnalité, était vraiment laissé à désirer. Voilà pourquoi je me suis donné un certain nombre d'objectifs qui constituent les innovations dans le travail de l'inspection. Premièrement, j'avais décidé de changer la méthode de communication des résultats du travail de l'inspection générale des finances, en considérant que l'inspection contrôle les fonds publics et les propriétaires des fonds publics, c'est la population. Il faudra que les propriétaires des fonds publics que nous contrôlons soient au courant de la manière dont les personnes désignées pour gérer ces fonds l'ont fait. Voilà pourquoi j'ai obtenu de ma hiérarchie l'autorisation, lorsqu'on termine un contrôle de l'inspection générale des finances, de communiquer pour que la population soit au courant de la manière dont les fonds publics ont été gérés. Ça, c'est la première innovation que j'ai voulu pour l'inspection générale des finances. Deuxièmement, j'ai voulu beaucoup travailler sur l'intégrité au sein de l'inspection générale des finances, parce que j'avais pris l'engagement de lutter sévèrement ou de lutter vigoureusement contre
les antivaleurs dans les finances publiques, à savoir les détournements des deniers publics, les malversations, ainsi que les faits de corruption. Et pour y arriver, il fallait qu'à l'intérieur de l'inspection générale des finances, que je puisse avoir des inspecteurs intègres. Alors, j'ai travaillé sur ce tableau-là pour que j'ai des inspecteurs intègres. Pour avoir des gens intègres, il faut les motiver. Alors ça, c'était le troisième élément. Je travaillais sur la motivation des inspecteurs, à tel point que mon objectif était de doubler les niveaux de rémunération des inspecteurs que j'ai trouvés, et je suis arrivé à les faire sans demander des moyens supplémentaires au gouvernement. Avec ce qui était comme frais de fonctionnement alloués au service, je l'ai affecté à la motivation des inspecteurs ainsi que des agents qui travaillent à l'inspection générale des finances. Quatrièmement, j'ai travaillé pour améliorer les conditions de travail dans le sens des bureaux et de tout ce qu'on a comme infrastructure, outils informatiques. J'ai beaucoup travaillé parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé dans les bureaux des inspecteurs les chaises en plastique. Il y en a même, les conditions étaient vraiment inimaginables. Donc je me suis mis à travailler pour réhabiliter pratiquement tous les bâtiments de l'inspection générale des finances, les bureaux des inspecteurs, les salles de réunion, les restaurants, les parkings, pour que les inspecteurs travaillent quand même dans les meilleures conditions. Je ne me suis pas arrêté là-bas. J'ai travaillé également dans le cadre de l'innovation. J'ai trouvé les structures administratives de l'inspection générale des finances qui sont au fait constituées des domaines d'intervention de l'inspection. Alors j'avais trouvé 4 grandes structures à l'inspection générale des finances. J'ai trouvé une structure qui était en train de suivre les recettes, une structure qui suivait les dépenses, une structure qui était en train de faire la contre-vérification. Aujourd'hui, les structures que j'ai trouvées dataient d'il y a plus de 35 ans, depuis que l'inspection générale des finances est inspection générale des finances, donc en 87. Alors j'ai trouvé que les finances publiques avaient déjà évolué. Il fallait donc adapter les structures de l'inspection générale des finances à cette évolution-là. Voilà pourquoi la structure qui s'occupait des dépenses, je l'ai éclatée en 2. Une structure qui s'occupe des marchés publics, qui devient aujourd'hui une spécialité, et une deuxième structure qui s'occupait des autres dépenses autres que les marchés publics. Du côté du contrôle des recettes, j'ai éclaté cette structure en 3. Il y a une structure qui contrôle les recettes fiscales, une autre structure qui contrôle les recettes douanières, et enfin une structure qui contrôle les recettes non fiscales, c'est-à-dire les recettes provenant des taxes. J'ai créé une structure spécifique qui va s'occuper de l'audit, parce que la notion de l'inspection est beaucoup plus liée au contrôle, à la recherche des faits de détournement. Mais comme l'inspection générale des finances, nous avons aussi la vocation d'être un service d'audit supérieur, on peut aussi faire les audits dans les structures de l'État, de manière à ce qu'on puisse rationaliser la gestion. Donc j'ai créé une structure qui s'occupe de l'audit. J'ai créé dans la structure qui occupait avant à la fois des provinces ainsi que des entreprises du portefeuille de l'État, je l'ai éclaté en 2 pour beaucoup plus de spécialisation. Une structure qui s'occupe du suivi de la gestion des provinces et des ETD, et une autre structure qui s'occupe de la gestion des entreprises du portefeuille de l'État ainsi que des établissements publics. Ajouté à ça, la structure de contre-vérification qui existait déjà. Donc, j'ai éclaté les 4 structures en 9 structures spécialisées. Et avec ça, donc, nous avons maintenant des unités spécialisées dans tous les domaines des finances publiques qui pouvaient alors mieux faire le travail. Comme autre innovation, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de vieillissement du personnel. À mon arrivée, les derniers inspecteurs des finances étaient âgés de 55 ans.
C'était inimaginable que le poids d'un travail aussi important puisse se reposer sur des personnes aussi âgées. Tout le monde était âgé au-delà de 55 ans. Donc, je me suis engagé à procéder à un recrutement. Donc, au stade actuel, j'ai déjà réussi à recruter 85 nouveaux inspecteurs de finances qui sont déjà devenus opérationnels. Et j'attends d'ici un mois recruter 65 inspecteurs de finances pour porter le nombre de nouveaux à environ 150. L'inspection générale des finances bénéficiait des frais de fonctionnement lui alloués par le trésor public, par le gouvernement. J'ai dû travailler avec un nouveau texte que j'ai pu faire prendre pour l'inspection générale des finances qui reconnaît à l'inspection générale des finances une rétrocession de 10% des rétrocessions reconnues aux régies. C'est-à-dire, aujourd'hui, les régies ont leur rétrocession parce qu'elles mobilisent les recettes. L'inspection générale des finances, comme étant un instrument d'encadrement des recettes derrière les régies, bénéficie de 10% de ce qu'on donne aux régies. Voilà, ça, ce sont des choses que nous avions réussi à le faire. Nous avions aussi, pour la première fois, ouvert l'inspection générale des finances au corps des métiers spécifiques. Avant moi, l'inspection générale des finances n'était composée que des économistes et des juristes qui étaient des inspecteurs des finances. Aujourd'hui, avec ce que nous avions fait prendre comme texte, l'inspection générale des finances regorge des juristes, des économistes, des ingénieurs en informatique et des ingénieurs en travaux publics. Et ça, c'était important parce que nous contrôlons beaucoup de marchés publics, des constructions, des bâtiments. Il a fallu que nous ayons des inspecteurs de finances qui ont cette formation-là, qui puissent se joindre à ceux qui ont la formation des financiers, des économistes pour mieux faire le travail. Les informaticiens étaient nécessaires parce qu'aujourd'hui, la numérisation, la digitalisation de l'économie devient aujourd'hui une nécessité. On ne peut plus faire les contrôles archaïques comme on les faisait sur papier. Bien sûr, les inspecteurs savent déjà manipuler l'outil informatique. Mais aujourd'hui, s'il faut aller contrôler une banque qui peut avoir 1000, 2000 opérations par jour, vous ne pouvez le faire qu'avec des gens spécialisés dans l'outil informatique. Voilà pourquoi nous avions voulu que des informaticiens bien formés, ingénieurs informaticiens puissent rejoindre l'inspection, des gens qui sont capables de prendre les données dans des serveurs, des entités contrôlées, les traiter, les reclasser pour que nous puissions mieux faire le travail. Voilà un peu le travail que j'ai fait, quelques innovations que j'ai amenées à la tête de l'inspection générale des finances. Les résultats des innovations que j'ai entreprises sur le plan de rémunération, sur le plan des conditions de travail, c'est évident, vous pouvez tirer les conséquences. Sur le plan de rajeunissement du corps des inspecteurs, c'est évident. Sur le plan des textes, c'est aussi évident. Mais en ce qui concerne la question sur la patrouille financière, en fait, la patrouille financière, c'est une opération que j'ai lancée à l'inspection générale des finances. Pourquoi ? Parce que le contrôle de l'inspection générale des finances se situe à 3 niveaux. L'inspection générale des finances fait un contrôle a posteriori, c'est-à-dire vous laissez les gens gérer et vous revenez une année, 2 ans après pour regarder comment ils ont géré. Ça, c'est le contrôle a posteriori. L'inspection générale des finances peut faire aussi un contrôle a priori, c'est-à-dire avant que les gens posent les actes de gestion, vous pouvez intervenir pour éviter que les actes de gestion puissent être nuisibles. Et l'inspection peut aussi faire le contrôle concomitant. Et si vous voulez retrouver tout cela, c'est dans les règlements généraux sur la comptabilité publique que le mode de contrôle de l'inspection est défini les 3. Contrôle a priori, contrôle a posteriori et contrôle concomitant. Alors la patrouille financière, c'est quoi ? Nous avions constaté que l'inspection générale des finances était toujours dans les contrôles a posteriori. C'est-à-dire on venait contrôler des faits passés et on constatait les dégâts. Et malgré qu'on constate les dégâts, on fait arrêter les gens, mais les gens revenaient toujours avec la même gestion. Donc c'est le pays qui perd. Et vous savez, on a des difficultés aujourd'hui. Lorsqu'on dit qu'on a détourné, on peut amener la personne au procès, mais on a du mal à récupérer les biens publics, les fonds, les biens publics aujourd'hui. C'est un problème. Nous avions dit qu'il faut changer de stratégie. Au lieu de venir contrôler,
arrêter les gens et ne pas récupérer ce qu'on peut récupérer, on instaure la patrouille financière qui en réalité est le contrôle concomitant. C'est-à-dire la patrouille financière, c'est une opération de contrôle qui se fait au même moment que les personnes sont en train de gérer. C'est-à-dire nous mettons les inspecteurs à côté des gestionnaires, de telle manière que les actes qui sont posés les mêmes jours peuvent être contrôlés les mêmes jours ou au plus tard les jours suivants. De telle manière que s'il y a des faits de détournement, on peut bloquer ces faits de détournement et empêcher que les fonds publics puissent être dilapidés. C'est ça, en fait, la patrouille financière. Et nous l'avons étendue partout où il y a des intérêts financiers importants de l'État. Dans les établissements publics, dans certaines entreprises du portefeuille de l'État, au niveau du compte général du Trésor, nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et ça nous permettra aujourd'hui de vous dire que non, voilà, on ne peut plus arrêter les gens pour les amener en prison, mais on les empêche. Mais les juristes vont vous dire le fait qu'il a tenté de détourner, tentative de détournement, c'est déjà punissable. Mais pour nous, le plus important, c'est d'empêcher ces gens de poser des actes de malversation. C'est ça la patrouille financière. Et nous estimons que ça porte des fruits. Nous sommes une structure de contrôle. Nous travaillons sur base d'un programme d'action annuel. Le programme d'action annuel qui recense l'ensemble des opérations que nous voulons mener. Et ce programme est approuvé par notre hiérarchie qui donne le go. Donc, nous recensons les problèmes. Comment nous les recensons? Nous recensons les problèmes, en fonction des dénonciations que nous avons qui viennent de partout. Ok, les gens dénoncent les faits de mégestion dans les entreprises. Dans ceci, nous recensons les faits de mégestion qui nous sont communiqués, nous examinons nous-mêmes la nécessité avec l'architecture économique que nous avons aujourd'hui, les entreprises, les établissements, les services publics et tout, nous recensons les points chauds, les points sensibles et nous disons, nous aimerions mettre sous surveillance telle structure, telle structure, telle structure. Ajouter à ça le fait de dénonciation. Nous mettons tout ça ensemble, nous faisons un programme d'action, nous disons à l'autorité, l'année prochaine, nous voulons contrôler ça et ça et ça et ça. Et nous transmettons ça à l'autorité, nous discutons avec elle, et lorsque l'autorité approuve, et ça devient notre programme d'action, et nous allons naviguer dans ça. Mais en cours d'année, notre programme d'action peut être enrichi des demandes provenant particulièrement de la justice. Lorsque la justice veut être éclairée sur un dossier à sa possession, la justice saisit l'inspection générale des finances et nous ajoutons ça dans notre programme et nous exécutons ça. Voilà, donc nous ne choisissons pas, nous regardons les points chauds qui doivent être surveillés et nous prenons les dénonciations qui viennent de toutes parts, nous mettons ensemble, nous formons un programme d'action que nous exécutons pendant l'année. L'inspection générale des finances dépend de l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Généralement, quand nous exécutons nos contrôles, la hiérarchie ne donne pas des orientations d'aller dans l'un ou dans l'autre sens. L'intervention de la hiérarchie, c'est de dire oui, ok, il faut contrôler, comme vous aviez prévu de contrôler telle structure. Mais quand nous exécutons les contrôles, la hiérarchie n'attend que les conclusions que nous allons amener. La hiérarchie n'interfère pas pour nous demander d'aller dans l'un ou dans l'autre sens. La hiérarchie donne les go. Ok, j'approuve que vous puissiez contrôler telle structure, que vous puissiez contrôler telle province, que vous puissiez contrôler tel aspect et de nous faire rapport. Et nous avons la liberté d'exécuter notre contrôle comme nous voulons et d'arriver au résultat. Et quand on arrive au résultat, nous faisons rapport à la hiérarchie sur les résultats auxquels nous sommes arrivés. Et si dans ces résultats, il y a des faits infractionnels, notre qualité d'OPJ nous oblige à saisir la justice pour les faits infractionnels que nous avons constatés lors du déroulement de nos missions de contrôle. La justice peut intervenir pour nous demander de l'éclairer sur tel sujet et toute autorité administrative qui a aussi un cas
avérés qui souhaiteraient que l'inspection générale des finances puisse contrôler, l'autorité aussi peut nous saisir. Donc nous avions déjà été saisis par le Premier ministre, par certains membres du gouvernement et pourquoi pas par des gouverneurs de province sur des faits avérés de détournement et ils demandent à l'inspection générale des finances de tirer la situation au clair. Ça aussi nous intervenons. Cette année, je regarde les numéros des ordres de mission. Nous sommes déjà pour l'année 2021 à près de 60 missions que nous avions diligentées dans les divers domaines d'intervention de l'inspection générale des finances. Pour l'année passée, je crois qu'on s'est arrêté autour d'une trentaine de missions que nous avions effectuées. Ça, c'est une question très importante et essentielle même pour notre travail. Il est vrai que plus de la moitié des personnes que nous contrôlons sont des personnes qui sont porteuses des immunités, soit qui sont députés, soit qui sont sénateurs, soit aussi sont membres du gouvernement. Et pour poursuivre les membres du gouvernement, il faut demander les autorisations au niveau du Parlement. Mais tout ce que nous voulons aujourd'hui dans notre pays, c'est que ces immunités qui ont été conçues au départ pour protéger les hommes politiques de l'activité politique, que ces immunités-là ne viennent pas entraver l'administration de la justice en ce qui concerne les infractions des droits communs, notamment le détournement des deniers publics. Parce que chez nous, on peut être député, on peut être sénateur, au même moment, on peut être nommé comme président du conseil d'administration dans une entreprise, comme administrateur, donc quelque part occuper des fonctions de gestion. Alors ce qui fait que on doit faire les distinguos entre les immunités qui ont été conçues pour protéger dans l'exercice de l'activité politique par rapport aux faits de gestion qu'on est en train de poser. Donc nous trouvons que c'est véritablement un problème aujourd'hui quand on veut aller droit dans l'assainissement des finances publiques avec beaucoup de personnes qui sont porteuses des immunités. Nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une réforme de cette situation-là. Nous militons efficacement pour qu'on puisse réformer les immunités. Les immunités doivent être là, mais ça doit être bien défini pour permettre aux personnes qui ont géré, qui ont détourné, que ces personnes-là puissent être interpellées par la justice. Mais nous sommes en train de faire un effort. La procédure actuelle, c'est que quand nous avons des faits, nous les transférons à la justice. C'est la justice qui demande la levée des immunités des personnes concernées. Et c'est une longue procédure et nous l'avions maintes fois dit, parfois on y mêle du sentiment, on ne regarde pas les faits et parfois pour des intérêts quelconques, on dit bon, on ne livre pas les personnes concernées à la justice, mais nous devons dépasser ces cadres-là. Nous devons vraiment, si nous voulons bien mener la lutte contre le détournement public dans notre pays, nous devons vraiment être regardants avec cette question des immunités. Je commencerai par les différentes étapes, c'est plus important. Lorsque nous signons un ordre de mission, nous le donnons, nous désignons des inspecteurs qui doivent exécuter la mission. Et les inspecteurs ont l'obligation tout d'abord d'informer l'entité contrôlée au travers des plus hauts responsables de leur arrivée, présenter les civilités, définir la mission et pourquoi ils doivent faire la mission. Et l'entité contrôlée est obligée d'ouvrir, d'accepter les contrôles parce qu'on ne peut pas opposer à l'inspection générale des finances les secrets professionnels. Donc vous êtes obligé de donner tous les éléments requis à condition que ça cadre avec l'exécution de la mission. Vous êtes obligé donc de donner tous les éléments pour que les inspecteurs travaillent. Les inspecteurs travaillent sur place dans le bureau de l'entité, ils demandent des documents, ils consultent. À la fin du travail, les inspecteurs rédigent un document qu'on appelle une feuille d'observation. C'est un document qui recense les observations qu'ils ont trouvées, des faits qui méritent d'avoir des réponses de la part du gestionnaire ou de l'entité. Cette feuille d'observation est donnée au responsable de l'entité qui retrace les faits saillants de mes gestions
que l'inspection générale des finances souhaiterait avoir des réponses. Et en lui remettant la feuille, on lui donne 5 à 7 jours pour qu'il puisse préparer les éléments de réponse par écrit. Et après avoir reçu la feuille, les responsables de l'entité contrôlée écrit à l'inspection en donnant ses avis motivés sur les observations. C'est-à-dire, ici, vous m'avez dit que j'ai fait ça, voici ma réponse. Ici, vous dites ça, voici ma réponse. C'est ce qu'on appelle la procédure contradictoire. Lorsque l'inspection reçoit les réponses de l'entité contrôlée, nous passons à une autre étape, le débat contradictoire. C'est important parce que nous, on a écrit, vous aussi, vous avez écrit, peut-être qu'on ne s'est pas compris dans les écrits. C'est comme ça qu'on passe au débat contradictoire où on se retrouve les deux parties. Nous disons, on vous a reproché ça, vous avez répondu ça. On vous a reproché ça, vous avez répondu. On échange pour qu'il y ait plus de lumière dans les observations et dans les réponses. À l'issue de ces échanges, on fait un procès verbal des débats contradictoires ayant eu lieu entre l'inspection générale des finances et l'entité contrôlée. À l'issue de ces débats contradictoires, l'inspection générale des finances, se fondant sur son intime conviction, va maintenant tirer les conséquences. À partir du débat, on va tirer les conséquences en faisant maintenant des observations définitives, en disant, après tous ces processus, nous arrivons à dire définitivement, voici ce qu'on retient à votre charge. Pour nous, ça c'est retenu, ça c'est retenu, ça c'est retenu. Pour des faits que nous retenons, s'il y a des faits infractionnels, nous allons alors user de notre qualité de l'OPJ pour auditionner, pour faire des procès-verbaux d'audition pour que nous puissions étayer les faits de détournement s'il y en a. Parce que ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, ce n'est pas seulement le détournement. Toutes mes gestions ne constituent pas détournement. Donc nous avons les faits reprochés, et si dans les faits reprochés, nous avons des faits de détournement, à ce moment-là, nous posons des actes comme OPJ en auditionnant les intéressés, maintenant en usant de notre qualité d'OPJ pour faire asseoir les faits infractionnels que nous avons trouvés. Quand nous avions fini cette étape-là, nous faisons un rapport final. Le rapport final comprendra alors nos observations définitives, les faits de détournement détectés, tout là-dedans. Et dans ces rapports-là, les faits de détournement détectés sont d'office envoyés à la justice. Nos observations sur la gestion du contrôlé, les faits de détournement constatés, mis ensemble également, nous adressons ces rapports-là à notre hiérarchie pour information. Et nous avons des séances de travail avec notre hiérarchie pour expliquer comment on est arrivé là et quels sont les faits définitifs. Et à ce niveau-là, la hiérarchie peut à son tour transmettre les conclusions à une autorité administrative qui a le pouvoir de sanctionner administrativement les personnes que nous avions contrôlées. Le chef de l'État peut transférer au Premier ministre pour que le Premier ministre instruise les ministres qui ont la responsabilité des entités que nous avons contrôlées de prendre les sanctions. Si nous avions contrôlé les ministres, les chefs de l'État envoient au Premier ministre pour que le Premier ministre interpelle les ministres qui ont été contrôlés. Voilà un peu comment nous travaillons. Quand nous avions fini, lorsqu'il y a des faits infractionnels, des infractions, nous avons l'obligation de les transférer à la justice parce que nous sommes OPJ. Maintenant, ce que nous transférons à la justice, ce sont des faits infractionnels. Les restes, les fautes de gestion, y compris les faits infractionnels, nous mettons dans un rapport que nous adressons à notre hiérarchie. Non, il y a eu beaucoup de procès-verbaux. Je vous ai dit que nous sommes déjà à plus de 90 missions que nous avions exécutées. Il y a eu beaucoup de procès-verbaux. Mais je vous ai dit ici que nous avions changé la méthodologie et nous sommes passés à la patrouille financière qui empêche. Beaucoup de ces missions aussi sont des missions dans le cadre de la patrouille financière qui empêchent les détournements. Mais pour des missions où on doit récupérer des fonds détournés, ce sont des missions a posteriori, où nous contrôlons les faits passés. Et là, nous avons eu à faire quelques missions. Vous avez appris d'ailleurs, quand nous avions contrôlé les fonds Covid, le ministre de la Santé
était passé pour reverser les reliquats qu'il détenait par devers lui. Si nous n'avions pas contrôlé, il n'allait pas reverser. Et quand le dossier va au niveau de la justice, il appartient maintenant à la justice, lorsque la personne est condamnée pour détournement des deniers publics, de mener des actions pour récupérer les fonds détournés. Ça, ce n'est plus l'inspection générale des finances. Je voudrais rectifier en vous donnant le nombre des provinces contrôlées à ce jour par l'inspection générale des finances. Nous avons commencé par contrôler la ville-province de Kinshasa, suivi de la province de l'Équateur. La ville-province de Kinshasa, nous avions contrôlé, nous avions fait des observations. Pourquoi observation? Parce que le gouverneur venait d'arriver, à peine il avait 6 ou 7 mois, et nous avions attiré son attention sur ce qu'il devait faire en matière de gestion. Et la province de l'Équateur, nous avions contrôlé, il y a eu des faits de détournement, notamment des fonds qui étaient donnés par le gouvernement central destinés à la province de l'Équateur, mais qui étaient, au fait, les fonds qui sont restés à Kinshasa, qui ont servi à autre chose. Troisième province, nous sommes allés contrôler la province de Lualaba. Quatrième province, province de Haut-Katanga. Après les Haut-Katanga, nous avions contrôlé la province de Kwango. Après la province de Kwango, nous avions contrôlé la province de Olomami. Après Olomami, nous avions contrôlé la province de Maniema. Après Maniema, nous avions contrôlé la province de Congo central. Après Congo central, nous avions contrôlé la province de Tanganyika. Donc, contrairement à ce que vous dites, voyez le nombre de provinces que nous avions déjà contrôlées. Je ne sais pas si on est déjà à une dizaine, à moins d'une année. Et nous sommes en train de poursuivre. Nous allons bientôt contrôler la province de Maïndombe, la province de Sankourou, et là où il y a des problèmes, la province du Sud Kivu aussi. Donc, nous avons un programme où nous allons terminer de faire le travail sur l'ensemble des provinces. Donc jusque-là, on a contrôlé peut-être 9 ou 10 provinces déjà. Il faut implémenter la bonne gouvernance partout. On n'a pas intérêt à cibler. Il faut que la bonne gouvernance soit même dans des provinces dites petites provinces. Nous devons y aller pour contrôler. C'est question de temps et question des effectifs dont nous disposons. Nous n'avons pas, comme je vous ai dit au départ, on avait ici que des personnes âgées de plus de 55 ans et au nombre de combien opérationnels, peut-être 65 personnes que nous avons trouvées. Donc il était matériellement impossible de faire face à un nombre aussi impressionnant de missions que nous devons déployer. Sachant que dans une mission, il faut qu'il y ait au minimum 3 personnes. Donc voilà, notre marge de manœuvre était vraiment trop limitée, mais avec les recrutements, les rajeunissements, ça augmente notre mobilité et je pense que nous allons embrasser beaucoup de domaines de nos contrôles et nous allons petit à petit couvrir l'ensemble de nos opérations prévues. Non, le gouverneur n'est pas retenu à Kinshasa. Vous savez que quand nous contrôlons, le gouverneur était malade, il est parti en soins médicaux en Afrique du Sud pour des raisons de santé. Et il est revenu par Kinshasa parce qu'il est parti par Kinshasa. Quand il est revenu, il a estimé que les contrôles ayant lié à son absence, c'est lui qui devait tout d'abord discuter avec l'inspection des conclusions. Donc nous avions eu le temps de mettre à sa disposition les conclusions et nous avions discuté au jour d'aujourd'hui. Je pense que nous sommes en phase de clôturer pour obtenir des observations définitives qui vont faire l'objet de notre rapport demain ou après-demain. Donc le gouverneur n'est pas retenu à Kinshasa. Le gouverneur est rentré par Kinshasa parce qu'il était malade. Il est rentré et donc il était normal qu'il puisse également aussi se reposer avant d'aller affronter la gestion quotidienne de sa province. Donc nous avions fait un travail avec lui. On a fini le travail. Les deux parties, nous sommes pratiquement mis d'accord sur des observations définitives que nous avions arrêtées. Et je pense que dans les tout prochains jours, nous allons terminer. Nous avons fait notre part. Donc nous ne l'avions pas retenu à Kinshasa. Il est malséant pour moi aujourd'hui que les dossiers se trouvant entre les mains de la justice congolaise, moi, en tant que bras de la justice, j'ai fait mon travail, j'ai transmis à la justice. Il n'est pas bon que je puisse continuer
à être sur ce dossier et à parler de ces dossiers constamment. Mais je veux seulement que vous puissiez retenir que dans le dossier Bukanga Lonzo, il y a 9 personnes qui sont concernées par la mégestion ou la débâcle du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Contrairement à tout ce que vous avez appris, il y a 9 personnes qui sont ciblées. Si les dossiers Bukanga Lonzo, au niveau, ça se trouve au parquet général près la Cour constitutionnelle. Si le dossier, l'instruction commence, donc il y aura au moins 9 personnes qui vont répondre à des interrogations du parquet général près la Cour constitutionnelle. S'agissant de ce que nous avions perdu, je veux que nous puissions nous mettre d'accord sur un point où tout le monde s'accorde. Il y a eu débâcle. Bukanga Lonzo, c'est une débâcle. Ça, c'est indiscutable. C'est un fiasco, c'est un échec. Maintenant, le problème, c'est la détermination de la responsabilité de cet échec. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bukanga Lonzo soit un échec? C'est là la question que la justice va aider tout le monde à comprendre. En ce qui concerne l'inspection générale des finances, nous affirmons que la reconstitution de tous les paiements faits au profit de ces projets, nous sommes à 287 millions. 287 millions de dollars. 287 millions de dollars. Dans les 287 millions de dollars, 285 millions sont sortis du compte général du Trésor à la Banque centrale et près de 2 millions sont sortis du FPI. C'est ce qui forme 287 millions de dollars. Alors, voilà la démarche de l'inspection générale des finances. Sur les 287 millions, nous sommes allés sur place pour regarder, pour faire l'inventaire de l'existant. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet argent? De l'existant, nous avions fait une évaluation de plus ou moins 80 millions d'existants au moment où nous avions terminé notre mission. Les 80 millions de dollars étaient composés de 40 millions de la ligne électrique qui avait été construite. Et les autres 40 millions, c'est au fait les bâtiments et tout ce qu'on avait trouvé engins endommagés auprès de 40 millions. Donc, aujourd'hui, sur les 287 millions, l'inventaire de l'existant a donné 80 millions. C'est pour cela qu'on dit que nous avions perdu près de 205 millions de dollars. Maintenant, comment on a perdu les 205 millions de dollars? Il faut maintenant entrer dans les détails pour expliquer où sont partis les 205 millions. Alors, dans la recherche de tout ce qui s'est passé à Bukanga Lonzo, vous allez voir, il y a des faits de surfacturation, c'est-à-dire, on sort 10 millions, on envoie en Afrique du Sud pour acheter des équipements agricoles. Quand les équipements arrivent, les factures qui sont présentées à la douane sont de loin inférieures au montant sorti. Vous avez sorti 10 millions, vous trouvez que les factures qui arrivent vous disent que ces équipements-là déclarés à la douane, c'est 2 millions. Nous avions exclu l'hypothèse d'une mauvaise déclaration à la douane parce que Bukanga Lonzo était exonéré. Donc celui qui déclare n'a pas intérêt à tripoter sur la facture parce qu'il ne paye pas la douane. Donc il avait intérêt à dire ça coûte 10 millions parce que lui il est exonéré, il ne paye rien. Donc voilà, donc nous avions considéré ce que nous avions envoyé en Afrique du Sud et ce qui nous est rentré comme équipement, il y a une grande différence. Et ça nous fait déjà une surfacturation au-delà de 100 millions de dollars. Ok? Donc, dans les 200 millions, les plus importants que nous avions perdus dans les 200 millions, c'est dans la surfacturation. Il y a eu surfacturation et le reste, c'est des biens qui sont arrivés comme personne n'avait pris soin
de bien gérer Boukangalonzo, les différents gestionnaires qui étaient restés, chacun aussi se servait sur une machine, sur ceci. Donc il y a eu aussi dilapidation des biens qui sont arrivés. Vous a dit que les biens de Boukangalonzo se trouvaient par-ci, par-là. Comme Boukangalonzo a été abandonné, il y a des biens qu'on a perdus, qu'on a volés, des camions volés, des engins volés, beaucoup de choses que nous avions perdues. J'aimerais que vous puissiez retenir, en ce qui concerne Boukangalonzo, pourquoi nous, on considère que c'est une débâcle terrible. Madame, ce n'est pas toutes les années que vous aurez 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, ce n'est pas ici. Si le parc agro-indiciel de Boukangalonzo avait été bien géré, je pense que Boukangalonzo serait devenu aujourd'hui un endroit où il y aurait eu développement de plusieurs activités. Avec 300 millions de dollars, Boukangalonzo pouvait déjà utiliser 4 à 5 000 personnes. Déjà en termes d'emploi. Il y aurait eu des effets d'entraînement parce que c'est une activité agro-industrielle et autour de cette activité agro-industrielle, il y aurait eu des agglomérations, il y aurait eu des camps de travailleurs, il y aurait eu des activités qui devaient être là. Aujourd'hui, Boukangalonzo, c'est la bourse. C'est rien, c'est la bourse. Aujourd'hui, il n'y a rien. Vous ne trouvez personne. D'ailleurs, la ligne électrique qui est là-bas capable d'alimenter la moitié de la ville de Kinshasa, si pas, pour ne pas exagérer, peut-être 30% de la ville de Kinshasa en électricité complètement, est en bourse pour ne rien faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas toutes les années qu'ils auraient 300 millions de dollars pour les jeter dans l'eau comme ça. C'est pour ça que nous disons que si le projet avait été bien géré, je pense que ça aurait contribué à un décollage économique en ce qui concerne notre pays. On aurait aujourd'hui évité l'importation de certains denrées, la farine de maïs, tant bien de choses, si vraiment le parc avait fonctionné. C'est pour ça que nous disons que c'est vraiment du gâchis. Bon, vous savez, il y a des choses que nous apprenons par vous. Que le parc agro-industriel de Boukangalonzo aujourd'hui est géré par le ministre de l'Agriculture. Ok, moi j'ai cru suivre à la télévision qu'il a fait une récolte, je ne sais pas de combien de tonnes de maïs. Je ne sais pas si ces maïs-là se vendent où, parce que je ne vois pas l'impact de ces maïs-là sur le prix ici à Kinshasa. Moi j'ai suivi que le ministre a relancé les parcs, il y a eu même récolte, nous avions suivi les images. Alors je ne vois pas qui a bloqué. Aujourd'hui même, il y a un autre ministre qui a repris au fait la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Je ne vois pas qu'est-ce que l'inspection générale des finances vient faire pour bloquer Boukangalonzo, d'autant plus qu'il y a un ministre qui gère ces parcs. Nous ne pouvons pas interférer dans sa gestion. Nous avons fait un contrôle et puis nous sommes partis. Nous ne gérons pas le parc agro-industriel de Boukangalonzo aujourd'hui. Ce qui m'étonne un peu avec les Congolais, c'est cette façon de voir les choses pour votre pays. C'est pour cela il se passe des atrocités à l'Est. Non, ici à Kinshasa, on considère que non, ça c'est un problème des gens de Béni. L'argent qu'on a détourné, c'est ton argent. Madame, tu seras énervé seulement les jours où on va te voler l'argent dans ton sac. Tu seras dans tous tes états. Mais ça, l'argent de Boukangalonzo, c'est ton argent. Je ne peux pas en faire un problème personnel. Peut-être que, je ne sais pas comment vous le dire, les degrés de patriotisme que j'ai dans ce domaine-là, parfois me poussent à être très sévère. Madame, c'est l'argent des Congolais. C'est mon argent. C'est l'argent de mes frères, de mes sœurs, de mes compatriotes. Vous devez vous sentir concerné. Parce qu'il ne faut pas croire que l'affaire Boukangalonzo, c'est l'affaire de l'inspection et des personnes qui ont géré. C'est l'affaire des Congolais, c'est l'argent des Congolais. Madame, là, c'est l'inconscience collective. Nous ne nous rendons pas compte que c'est notre argent. Nous ne nous rendons pas compte que ça nous concerne. Nous pensons que c'est une affaire qui oppose les gens là-bas. Non, nous le faisons pour vous tous parce que c'est vous qui nous avez donné compétence de le faire pour vous. Nous le faisons au nom de l'ensemble du peuple congolais qui constitue les propriétaires de ces fonds qui ont posé problème. Donc ce n'est pas un problème
individuel, ce n'est pas de l'acharnement. Puis, dans ces dossiers-là, quand les gens parlent des problèmes individuels, madame, je voulais vous rappeler, bien avant moi, les Congolais ont posé le problème de Boukangalonzo. J'ai cru lire, il y a déjà 2 ans, 3 ans, dans les réseaux sociaux. On a semé les maïs, on a récolté, je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas l'inspection générale des finances. Je n'étais pas là. Ça a dit qu'il y a des Congolais qui soulevaient déjà les problèmes de Boukangalonzo. J'ai suivi le Premier ministre, son Excellence Ilunga Ilunkamba, descendre à Boukangalonzo et s'exclamer « Quel gâchis !» Madame, on n'a pas parlé de problèmes personnels entre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et les gens qui ont géré Boukangalonzo. Je n'étais pas inspecteur général, chef de service. J'ai suivi le 30 juin, le chef de l'État dans son discours. Vous avez des archives. Citez Boukangalonzo comme un des projets ayant souffert de la mauvaise gouvernance. Les gens n'ont pas parlé. J'ai suivi les rapports Ernest Young, qui date d'il y a 3 ans, qui fait état d'une mauvaise gouvernance de Boukangalonzo. Là, il n'y a pas un problème. Quand l'inspection ajoute son apport dans les différents sons de cloche, que Boukangalonzo était un gâchis, que Boukangalonzo c'est une débâcle, ça devient un problème personnel. Je ne sais pas. Donc, nous n'avions pas créé l'affaire Boukangalonzo. Nous l'avions trouvé. Notre tort, peut-être, c'est d'avoir donné plus de détails. Tout le monde disait, Boukangalonzo, c'est de l'escroquerie. Boukangalonzo, mauvaise gouvernance. Mais nous vous avions donné les détails. C'est peut-être ça qui énerve. Donc, il n'y a pas un problème personnel et il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Tout simplement, tant que vous nous donnez la responsabilité d'être celui qui doit contrôler les finances publiques pour vous, le peuple congolais, nous le ferons à votre nom. Nous le ferons à votre nom en mettant de côté toute autre considération. Les jours où vous nous direz que c'est fini, vous mettez quelqu'un d'autre pour le faire. Moi, je n'en parlerai plus. Ce ne serait plus mon problème. Mais j'en parlerai comme peuple congolais victime de la mégestion de Boukangalonzo. Pas comme quelqu'un qui relève les faits et comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, il n'y aura aucun problème personnel avec les gens qui ont géré Boukangalonzo. Nous ne faisons que notre travail. Puis j'ajoute, madame, l'inspecteur général et ceux qui ont géré, mais pour votre information, je ne fais pas de mission sur le terrain. Les rapports Boukangalonzo est l'œuvre de 4 inspecteurs généraux des finances qui ont eu un nom de mission, qui ont investigué pendant 3 mois, qui sont allés partout où il fallait aller pour avoir les documents, les informations, qui ont rendu les rapports. Quand les inspecteurs généraux rendent les rapports, ça devient les rapports de l'inspection générale des finances. Et quand il faut présenter les rapports de l'inspection générale des finances, c'est l'inspecteur général chef de service que je suis qui doit les présenter. Et si demain quelqu'un s'attaque à ces rapports, je ne vais pas dire aux inspecteurs généraux, allez votre rapport, ça devient les rapports de l'inspection générale des finances et c'est moi qui représente l'inspection générale des finances. Voilà pourquoi quand on parle de ces rapports et qu'il y a des éléments à répondre, c'est moi. Mais je ne suis pas la personne qui avait fait le travail sur le terrain. Je n'ai jamais été à Boukangalonzo, madame. Ce sont des inspecteurs généraux qui étaient à Boukangalonzo. Partout où ils étaient. Et moi, j'ai eu à travailler avec eux ici. Je suis convaincu de leurs rapports et je porte ça avec moi. Tant que je serai inspecteur général, chef de service. Nous avions parlé de ces problèmes de droits de retransmission des matchs de la CAF. Ces problèmes, il faut que les Congolais retiennent, c'est un problème réel. J'aimerais au stade actuel que les personnes qui faisaient des conférences de presse à gauche, à droite, qu'ils osent encore parler parce que les dossiers ont suffisamment évolué et les dossiers se trouvent au parquet général. Et les personnes concernées sont absentes aujourd'hui. Nous les attendons toujours. Les principaux accusés de ces dossiers, lui qui devait nous donner les co-auteurs qui sont là, qui faisaient des bruits, les principaux accusés, lui, il n'est pas. Quand nous avions parlé de ces dossiers le 17 mars
Lui, il est sorti du pays le 20 mars. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas rentré au pays. Nous l'attendons. Le jour où il rentrera, il répondra devant la justice. Et c'est au travers de lui que les autres qui parlent là, qui savent pourquoi ils parlent, ils répondront tous devant la justice. C'est un dossier réel, c'est une escroquerie en bande organisée. La personne ou l'établissement qui prend l'argent des droits de retransmission, c'est une personne, un établissement, personne physique, qui n'a pas de numéro d'impôt, qui n'est pas reconnu de notre administration fiscale. L'État congolais ne peut pas payer autant d'argent de cette manière-là. Ça, c'était un premier élément important que nous avions découvert. De deux, l'État congolais a payé de 2019 à 2020 à l'individu concerné 4 500 000 $. L'État congolais a payé 4 500 000 $ pour les retransmissions des matchs dans un compte appartenant à cet individu qui s'appelle Agence. Et nous avions examiné ce compte. Nous avions regardé qu'est-ce que lui, il a envoyé réellement à la CAF. Il a envoyé moins de 2 millions. Donc, il a empoché en lui seul près de 2 500 000 $ venant du trésor public. Il doit nous expliquer pourquoi et comment. C'est-à-dire, nous avions payé 4 500 000 et les fonds partis à la CAF, c'est moins de 2 millions, c'est 1 900 000 que nous avions recensé dans les comptes. Parce qu'on ne transfère pas l'argent à la CAF dans des mallettes, ce n'est pas de voie bancaire. Cela a été fait, c'est clair d'ailleurs aujourd'hui. Nous attendons le jour où il viendra. Il va répondre, il va expliquer à la justice comment ça s'est passé. C'est un dossier irréfutable, madame. Tout ce qui faisait des bruits, vous savez, moi je connais l'attitude des voleurs. Retenez, madame, le vol c'est tout d'abord un esprit. Et il y a un esprit frère qui marche avec les vols tous les jours, c'est les mensonges. Ils marchent ensemble, vol et mensonge ensemble. Tout voleur, c'est un menteur. Tout voleur, c'est un menteur. Quand nous contrôlons, nous savons, les voleurs ne passent pas facilement aux aveugles. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans des maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Ils sont des menteurs. Pour passer aux aveux, pour avouer, ils peuvent vous faire passer par des gymnastiques incroyables. C'est ça, les voleurs, c'est un menteur dès le départ. C'est des esprits, les vols et les mensonges qui marchent ensemble. Voilà ce que vous devez retenir, madame. Donc, pour nous, quand les personnes que nous mettons en cause s'agitent, pour nous, nous trouvons que c'est normal. C'est vous qui mettez en doute ce que nous disons. Mais nous, c'est la même réaction que nous avons toutes les fois que nous avons affaire à ces gens-là. Même réaction. Même réaction. C'est comme ça leur mode opératoire. C'est comme ça leur mode opératoire. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Madame, nous retiendrons de l'inspection générale des finances d'avoir relevé les problèmes des exonérations et des compensations et d'avoir sauvé les finances publiques. Même après nous, les gens les retiennent. Les exonérations étaient devenues une forme de mafia organisée et qui privait les trésors publics des moyens importants. Il y avait des désordres incroyables dans les exonérations. Si on n'était pas intervenu pour y mettre fin, comme on l'a fait, je ne sais pas, on allait où? Les exonérations étaient monnayées. Les exonérations aujourd'hui, à ce temps-là, constituaient un sérieux problème. Nous avions relevé, on nous a fait une guerre terrible d'exonération. Mais la vérité finit par triompher. Je crois que dans ces pays, il y a des personnes de bonne foi, des personnes encore sensées, qui ont compris, qui ont dit non, on doit mettre fin à ce système. Aujourd'hui, les exonérations ont été rationalisées. Il y a des exonérations qui, dans le cadre des codes des investissements, et toutes les autres exonérations des tralala monnayées qui étaient là, au fait, pour que l'argent aille dans les poches des individus. Tout ça, on y a mis fin. Ça, c'est du combat gagné. Comme des compensations aussi. C'était une aventure qui s'est développée dans ces pays. Aujourd'hui, on y a mis fin. Là, vraiment, j'estime que ce serait parmi les points
les plus importants que je retiendrai de mon passage à l'inspection générale des finances. Je n'ai pas le pouvoir de sanction. Le pouvoir de la sanction, elle est administrative ou elle peut être judiciaire. Ok, moi j'ai fait ma part. Aux autres de faire leur part. Chacun de nous, quand nous avons des responsabilités, nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Et qu'est-ce que nous apportons pour l'avancement de notre pays en termes de bonne gouvernance, en termes d'état de droit ou en termes de développement. Moi, j'ai fait ma part pour arrêter. Mais pour les fautes commises, si ce sont des fautes administratives, il y a des autorités administratives qui relèvent les personnes qui ont commis des fautes pour sanctionner. Si ce sont des fautes en termes d'infraction, il y a la justice. Chacun doit faire son travail. L'inspection ne peut pas être là à la fois pour contrôler, pour sanctionner, pour arrêter les gens. Non, nous avons notre travail. Nous faisons notre travail, nous passons la main aux autres pour que chacun puisse faire sa part. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas les reconnaître. Il faut vraiment être de mauvaise foi. Nous avions combattu les exonérations, nous avions gagné. Les compensations, nous avions gagné. Nous avions mis en place un système d'encadrement des régies. L'encadrement des régies, c'était des opérations ce sont des opérations parce que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Où nous avons des inspecteurs qui passent des mois et des mois à des postes frontaliers, au point de perception des impôts, pour veiller à ce que les agents de l'administration puissent bien faire le travail. Nous avions également lancé des messages au niveau de la classe économique, des opérateurs économiques, pour que les gens quittent le terrain de la fraude, pour bien déclarer leurs impôts. Donc, les résultats que nous avions eu aujourd'hui, c'est l'effort de tout le monde, y compris l'inspection générale des finances. L'administration fiscale a fait son travail, bien sûr. L'administration fiscale, la DGI, la douane, chacun a fait sa part en améliorant son travail. Mais nous y avions également beaucoup contribué. Beaucoup contribué. Je ne peux pas m'attribuer la paternité totale de ces résultats. C'est un effort de tout le monde. La régie a fait, l'inspection a fait, tout le monde, nous avions pris conscience, nous avions travaillé, et aujourd'hui les recettes de l'État commencent à augmenter. Donc ce n'est pas un fait du hasard. Et ça augmente à quel moment? Pendant que l'économie est en train de subir les conséquences de Covid. Vous imaginez? C'est un exploit. Je remercie les responsables des régies pour le travail qui est en train d'être fait aussi. Et aussi, ils doivent appuyer et remercier l'inspection générale des finances pour le travail que nous sommes en train de faire tous ensemble pour faire avancer notre pays. Nous n'avons pas de conflit avec la FEC. Je ne sais pas, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de conflit. Madame, je peux vous dire que nous avons compétence de contrôler les entreprises privées. C'est clair dans nos textes. C'est clair que nous pouvons contrôler les entreprises privées en ce qui concerne les paiements d'impôts. Nous pouvons contrôler les entreprises privées. Mais nous n'avons pas encore actionné ces leviers. Nous sommes en train d'assainir tout d'abord dans les secteurs publics. Un coup de balai. Et tout ce que vous êtes en train d'entendre là, les tremblements que ça donne là, c'est dans les secteurs publics. Mais ça va venir. Ça va venir dans les tout prochains jours. Nous allons passer à la vérification des bons paiements des impôts de la part des opérateurs économiques. Ça aussi, nous allons le faire parce que c'est dans nos prérogatives. Nous avons la contre-vérification fiscale, c'est-à-dire nous pouvons aller vers les opérateurs économiques privés qui payent les impôts pour nous assurer que, le travail que l'administration a fait en contrôlant les paiements de ces impôts-là, ce travail-là est correct. C'est ça, en fait, notre objectif. Non, nos missions ne sont pas mélangées avec l'administration fiscale. L'administration fiscale a la mission de collecter l'impôt. Il n'y a pas de concurrence là-dessus. C'est l'administration fiscale qui collecte, qui recouvre. L'inspection générale des finances ne recouvre pas. Après avoir collecté l'impôt, l'administration fiscale a le devoir de vérifier si l'impôt payé est correct en allant chez l'opérateur économique. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle au premier degré. L'inspection n'est pas là-bas. L'inspection n'est pas là-bas. C'est l'administration fiscale qui va faire ce travail-là pour vérifier si l'impôt, tel que ça a été déclaré, payé, collecté, est réel. L'administration fiscale collecte, il va faire le travail de vérifier si l'impôt collecté est réel. L'inspection générale des finances intervient maintenant
à troisième niveau. C'est-à-dire vérifier si le travail fait par l'administration fiscale d'aller vers l'opérateur économique pour voir la réalité, si ce travail-là a été bien fait. Et ça, c'est la compétence de l'inspection générale des finances. Je ne sais pas si on me fait comprendre, madame. Collecter, c'est l'administration fiscale. Vérifier si ça a été bien fait, c'est l'administration fiscale. Contre-vérifier si l'administration fiscale a bien vérifié, c'est nous. J'aimerais commencer par la médiatisation. Je vous ai dit au départ, la surmédiatisation. Je vous ai dit au départ, qu'est-ce que nous faisions? Nous contrôlons, nous arrivons, nous contrôlons chez vous, on constate les bévis, on fait les rapports. Personne ne sait que tu as volé. Le rapport est là, ça va, ça suit les circuits administratifs et les gens avaient la possibilité de bloquer les rapports. L'inspection ici a toujours fait un travail. C'est la méthode que moi j'ai dit, je ne serai plus dans cette méthode. Nous nous sommes dit que non. Cette méthode-là de contrôler, de ne pas informer les propriétaires des fonds qu'est la population, qu'on a volé ton argent, cette méthode n'a pas freiné les fossoyeurs, les criminels. Ils ont continué parce qu'ils avaient tous les moyens. Quand nous contrôlons, nous faisons les rapports, nous envoyons, ils avaient tous les moyens d'aller étouffer les rapports. Et quand nous, comme nous, on travaillait dans le silence, vous travaillez, vous découvrez des monstruosités, vous envoyez les rapports, ils vont là-bas, ils étouffent les rapports. Nous avons changé de méthode. Nous disons, nous contrôlons et nous disons aux propriétaires, par une communication. C'est ce qui gêne aujourd'hui. C'est ce qui gêne. Ce n'est pas une surmédiatisation. C'est ce qui gêne. C'est ce qui gêne. Pourquoi les séances du Parlement sont parfois des séances pour que la population sache comment ils sont en train de travailler. Mais les fonds publics appartiennent à qui? C'est à la population. Pourquoi vous voulez priver l'information aux propriétaires des fonds? C'est là la stratégie des criminels. C'est là la stratégie. C'est pour cela nous communiquons. Et depuis que nous avons communiqué, nous avons commencé à communiquer, nous voyons que ils reculent. Ils reculent. Ils reculent parce que nous avions dit, la communication, si la sanction administrative ne vient pas, ou que la sanction judiciaire tarde, la communication engendre la clameur publique ou la sanction sociale, la réprobation sociale. Et ça, ils ont peur de ça. C'est pour cela que nous avions dit, nous demeurerons dans cette méthode qui nous permet de faire reculer les antivaleurs dans tous les cas, madame. À tout moment de l'histoire d'un pays, lorsque les antivaleurs atteignent un niveau donné, le pouvoir public peut adopter des méthodes pour les faire reculer. Lorsqu'il y a une criminalité trop élevée qui s'élève, le gouvernement commence à faire des procès populaires. Oh non, les Kourouna ont tué dans une maison là-bas, papa, maman et tous les enfants. On vient dans les quartiers, on les arrête, on vient sur un terrain de football, procès public, tout le monde public. Ça, ce sont des méthodes qui sont utilisées lorsque les antivaleurs atteignent des niveaux insupportables. Il faut des méthodes exceptionnelles mais légales pour faire reculer les antivaleurs. Aujourd'hui, les antivaleurs dans la gestion des finances publiques ont atteint des niveaux incroyables. Les Congolais étaient en train d'applaudir les gens qui volaient leur argent. Il fallait faire reculer les antivaleurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de communiquer. Vous avez évoqué un autre problème, madame, je ne sais pas si ça m'a échappé. Cette plainte, moi, je considère que c'est du théâtre. Si vous n'avez pas le temps de suivre les théâtres, parce que vous n'en avez pas, vous pouvez lire cette plainte. C'est vraiment du théâtre. Cet avocat-là, peut-être qu'il avait besoin d'argent pour retirer à son client et pour faire du fanfaron. Ça, c'est du fanfaron. On ne peut pas poursuivre un inspecteur pour avoir fait le travail et pour avoir dit qu'il y a détournement. C'est vraiment de l'escroquerie. Je n'ai jamais vu ça, nulle part au monde. C'est de l'escroquerie. Et puis, je ne sais pas s'il a fait pour détourner l'opinion et tout et tout. C'est de l'escroquerie. Et puis, dire non, diffamation. Madame, il y a diffamation que si la justice dit que vous êtes innocent. Alors, à ce moment-là, vous pouvez parler de la diffamation. De quelle diffamation vous parlez? Dès lors que la justice ne s'est pas encore prononcée sur votre sort. De quelle diffamation vous parlez? Et puis, madame, pour leur information, les inspecteurs des finances ne peuvent pas être poursuivis pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions que
après autorisation préalable, express, écrite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ok? C'est pour cela que je considère ça comme étant du théâtre. Nous sommes en train de faire notre travail. Donc, c'est comme quelqu'un qui va accuser un policier pour avoir arrêté un voleur. Ce n'est pas du théâtre. Un policier qui arrête un voleur, et puis le voleur va porter plainte contre le policier à l'auditorat. Ce n'est pas du théâtre. C'est la même chose, c'est du théâtre. C'est tout ce que je suis en train de faire. Vous êtes en train de me rejoindre en constatant que la RDC est parmi les pays où le taux de corruption devient trop élevé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, j'ai pris l'engagement devant le gouvernement, le président de la République, la nation congolaise, de faire repousser cet état des choses. Et j'ai défini les méthodes pour que nous puissions faire reculer. Je ne suis pas seul, je suis avec Senaref, que je salue la bravoure de son coordonnateur, l'avocat général Kisula. Je ne suis pas seul, il y a l'APLC, l'Agence pour la prévention de la lutte contre la corruption, qui sont aussi en train de, dont les agents sont aussi en train de faire un travail important aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls, il y a d'autres services qui sont avec nous tous ensemble. Il y a la justice qui fait aussi un travail. Donc c'est un travail qui est fait par un certain nombre de services. Il y a la Cour des comptes, je n'ai pas cité, que je ne peux pas oublier, qui fait un travail aussi très très important aujourd'hui. Mais peut-être que les gens ne sont pas informés. La Cour des comptes fait un travail important en dépit de tout ce qu'il y a comme obstacle sur le chemin de la Cour des comptes pour rendre la Cour des comptes beaucoup plus opérationnelle. Mais ce sont des gens qui se battent aujourd'hui pour faire le travail. Tous ensemble, nous avions pris conscience de l'état de corruption, de détournement, de malversation. Nous avions dit non. Nous devons faire reculer ces antivaleurs dans notre société. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Pas encore. Pas encore. Je pense que si Dieu nous prête vie, nous sommes encore à 10% de ce que nous voulons. Donc nous allons encore travailler davantage pour faire reculer les lignes des antivaleurs. Je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits parce que pendant que nous sommes là, il y a encore quelque part des gens qui sont en train de commettre des malversations et tout. Donc, ce n'est qu'un début que nous sommes en train de faire avec tous les autres services mis ensemble. Nous sommes en train de travailler, mais nous louons, nous félicitons surtout dans ce que nous sommes en train de faire Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est lui l'acteur aujourd'hui de la bonne gouvernance. C'est lui l'acteur de la répression de la mauvaise gouvernance. Ni était sa volonté, Madame, on ne saurait rien fait aujourd'hui. C'est grâce à lui, parce qu'il a dit, je ne veux pas de ça, et je vous donne mon appui. Vous avez tous vos prérogatives, exercez-les, et nous sommes fiers de cette attitude de notre hiérarchie qui nous a demandé de faire le travail mais en respectant les lois de la République. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça commence à donner petit à petit les résultats. Donc nous les remercions sincèrement, lui qui est l'acteur principal de la bonne gouvernance et l'acteur principal de la répression des antivaleurs dont nous sommes en train aujourd'hui de faire. L'interview complète est à lire également sur les supports Eshima Magazine, disponible dans tous les points de vente. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.